Chaque année, ils font la une des médias, ces petits génies qui passent leur bac à l'heure où les autres sont encore au collège. Mais que deviennent-ils par la suite? On en parle avec nos invités. Daphné Kaufmann, vous êtes fondatrice des Ateliers 62. Bonjour. Bonjour. Florence Paris, vous avez été à l'Éducation nationale référente HPI pendant de nombreuses années. Et Mariam, jeune bachelière actuellement en 2e année de fac de médecine. Bonjour Mariam, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, merci d'être ici avec nous. Merci. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant, qui a sélectionné. Alors, on a sélectionné ensemble 3 questions que les internautes nous ont posées. Alors, première question, Éloi, peut-on passer le bac à n'importe quel âge? Oui, bonjour Sophie. Eh bien, la réponse à cette question est oui. Il n'y a pas de condition d'âge ni de diplôme pour candidater au baccalauréat. En général, les benjamins de ces prétendants bacheliers ont entre 12 ou 13 ans. Mais l'année dernière, il y avait eu un record qui avait été battu avec la plus jeune candidate qui a jamais inscrite et qui avait seulement 9 ans, donc l'âge d'être en CE2. Et malheureusement pour elle, elle avait échoué. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour se présenter au bac si jeune? Eh bien, en réalité, il y a 2 possibilités. La première, l'élève a sauté plusieurs classes et est scolarisé normalement. Et à ce moment-là, il passe le bac comme tout le monde avec ses camarades de terminale. Et la deuxième possibilité, si l'élève fait l'école à la maison, il passe le bac en candidat libre et il ne bénéficie donc pas des notes du contrôle continu. Il faut bien le noter, car le bac, dans ce cas de figure, est de fait un peu plus difficile à réussir. Alors, les très jeunes bacheliers sont-ils désavantagés sur Parcoursup? Oui, alors ça, c'est la deuxième question effectivement des internautes et c'est la mésaventure qui était arrivée à Adam. Souvenez-vous, Sophie, en 2023, Adam était le plus jeune bachelier de France et il avait seulement 12 ans. Il avait réussi son bac avec mention bien et il avait ensuite postulé dans plusieurs formations, donc notamment une prépa HEC, donc relativement sélectif, mais aussi d'autres filières moins sélectives comme une licence en psychologie ou en philosophie. Et aucune de ces candidatures n'avait été acceptée. Donc il y avait une question qui se posait évidemment, est-ce qu'il avait été mis de côté en raison de son très jeune âge? Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre évidemment comment est-ce que Parcoursup fonctionne. Eh bien la plateforme fonctionne en 2 temps. Le premier temps, l'algorithme fait le tri dans les candidatures. Et le deuxième temps, ce sont les commissions d'examen des établissements qui statuent. Et donc à la première étape, Parcoursup ne prend pas en compte l'âge du candidat. En revanche, on peut très bien imaginer que les commissions d'examen puissent ne pas sélectionner un candidat en raison de son jeune âge. En ce qui concerne Adam, finalement, il avait réussi à intégrer une prépa commerce en Essonne. Mais voilà, attention quand même aux mauvaises surprises pour les bacheliers précoces, même si théoriquement, Parcoursup ne prend pas en compte l'âge. C'est vrai que chaque année, on est contacté par des candidats malheureux. Faut-il justement faire sauter des classes si l'enfant est en avance ? Alors voilà, c'est une autre question que beaucoup de parents peuvent se poser et évidemment il n'y a que des réponses au cas par cas. Alors parfois le fait de sauter une classe va permettre à l'enfant d'être au niveau adapté en fait pour tout le reste de sa scolarité. Il faut noter que peut-être certains niveaux sont plus indiqués que d'autres pour sauter une classe. On peut par exemple parler de la grande section. Si en moyenne section vous avez un enfant qui sait lire, qui sait parfaitement bien tenir un stylo, on peut se demander pourquoi le laisser une année de plus en maternelle. On peut aussi s'interroger par exemple au moment du CE2 parce que le programme de cette classe revient beaucoup sur des révisions de l'année précédente. Mais évidemment, il n'y a pas que le niveau. Il y a aussi la maturité à l'école, avoir des amis, être à l'aise, c'est quand même très important. Et un enfant qui est de fin d'année, par exemple, et qui va sauter une classe, peut avoir presque 2 ans d'écart en fait, avec ses camarades. Donc dans un contexte comme celui-là, c'est pas toujours évident. Donc il faut noter qu'il y a des solutions alternatives quand même. J'en cite une, mettre votre enfant en classe de double niveau, ce qui lui permettra par exemple de rester dans la même classe, mais de passer au niveau supérieur s'il a beaucoup d'avance. Alors, Florence Paris, on a des exemples d'enfants précoces. On verra plus tard l'exemple de Mariam. Mais sinon, Hugo Sbaï, qui a eu un double doctorat à 21 ans, il va devenir avocat. On a Samuel Séné, qui est devenu chef d'orchestre. Il avait passé son bac à 14 ans. On a DS, qui est originaire du Cameroun, qui est devenu médecin. Et le plus jeune, qui a eu le bac en 89, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est devenu urbaniste. Il avait eu le bac à 11 ans. Ce sont toujours
toujours des parcours aussi bruyants, Florence ? Non, pas toujours. Bien sûr que non. Ça serait trop simple si c'était ça. Non, vous avez des personnes à profil atypique, pas forcément HPI tout simple, mais qui ont... Là, on a votre livre, J'aide mon enfant à haut potentiel dans sa scolarité, fruit de nombreuses années en tant que référente HPI au potentiel intellectuel à Paris, dans l'éducation nationale. Dans ce livre, vous verrez donc plusieurs parcours d'enfants à haut potentiel, avec parfois des troubles associés et qui ont occasionné des parcours scolaires parfois chaotiques. Et donc le parcours scolaire n'est pas toujours un long fleuve tranquille, loin de là. Oui, et c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile finalement ? C'est de faire des études Ce qui est difficile, c'est d'être reconnu dans ces différences. C'est surtout ça qui est difficile. Par exemple, je me souviens d'une petite cocotte, quand ses parents sont allés au début de l'année présenter cette fille en CE2, et qu'ils ont dit à la maîtresse, vous savez, notre fille présente des difficultés qui s'apparentent au TDAH avec du HPI. Alors TDAH, vous me rappelez ce que c'est ? Du trouble de l'attention avec hyperactivité. La maîtresse a répondu, non, c'est pas du tout ça. J'en ai eu l'année dernière, c'est pas du tout ça. Tout le monde se sent expert finalement. Voilà. Donc c'est reconnaître ses particularités et être enfant précoce, finalement, c'est pas toujours un fleuve tranquille. Daphné Kaufmann, vous êtes fondatrice des Ateliers 62. Vous aidez justement ces jeunes. Pourquoi vous avez créé cet établissement ? En fait, j'ai créé les Ateliers 62 au départ pour permettre à des jeunes de s'exprimer artistiquement et de donner libre cours à leur créativité. Il se trouve que parmi tous ces jeunes, petit à petit, là on va avoir 5 ans demain, et il se trouve que parmi ces jeunes, il y a énormément de jeunes atypiques, à haut potentiel, qui ont lâché l'école pour X raisons. Mais auparavant, j'avais été enseignante dans plusieurs établissements, dont des établissements spécialisés HPI. Qui sont de plus en plus nombreux. Qui sont de plus en plus nombreux. Et en tant qu'enseignante, donc j'enseignais le français, la philo et la musique, je me suis rendu compte de la diversité de profils. Et c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que dans une même classe, si on a 20 HPI, en fait, on a quasiment 20 profils différents. Et vous parliez de maturité. Donc souvent, même après le bac, ou même s'ils ont abandonné, ils peuvent prendre le temps, 1 an, avant de choisir, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. On verra Mariam après, qui voulait faire médecine, qui a toujours voulu faire médecine. Mais sinon, c'est pas facile de trouver sa voie. Déjà que c'est pas facile à 17-18 ans. C'est extrêmement compliqué. Donc à 13 ou 14... Pour tous, de plus en plus. Et nous, ce qu'on propose justement à ces jeunes, quel que soit leur profil, entre 16 et 26 ans, une année pour un peu se donner le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et c'est une année qui est cadrée. Donc il y a des ateliers le matin sur, par exemple, des matières académiques comme la philo, les questions liées à l'environnement, la géopolitique. Et l'après-midi, les pratiques artistiques. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de pression. Et quel est le problème, les enfants comme ça, très précoces, lorsqu'ils ont des problèmes, bien sûr, quel est le type de problème qu'ils rencontrent ? Moi, j'ai rencontré, du temps où j'enseignais justement pour des élèves pour les études, toujours, oui. Souvent, en fait, moi, je me souviens d'un jeune homme, comme il savait qu'il était un peu étiqueté haut potentiel, il avait toujours l'impression que son potentiel, il ne le révélait pas. Et donc, il avait toujours l'impression d'être plus mauvais que ce qu'on attendait de lui. Et ça, pour la confiance en soi, c'est extrêmement compliqué. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est justement par les pratiques artistiques et en étant mélangés à d'autres jeunes, de s'exprimer différemment que par les matières. Mais c'est très compliqué. Il y en a énormément qui préfèrent avoir 0 que 7, 8. Donc ils vont rendre copie blanche. Je pense que tu vois de quoi je parle. Mariam, vous avez eu le bac très jeune. Bonjour Mariam. Merci de vous connecter pour l'émission. Vous aviez témoigné dans le Figaro étudiant la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors, moi, j'ai commencé à sauter des classes dès la primaire. Je savais déjà lire, déjà écrire. Du coup, ma mère m'a emmenée chez une psychologue. J'ai été diagnostiquée HPI. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Comment ? Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Là, je crois en CP, je sais pas, 6-7 ans, je me rappelle plus exactement pour le coup. D'ailleurs, je savais même pas que j'étais diagnostiquée HPI. J'ai appris il y a 3 ans, ma mère elle me l'a dit comme ça, sur un coup de tête. C'est-à-dire moi, vraiment, j'ai passé ma scolarité sans vraiment savoir même ce que c'était. Du coup, j'ai sauté le CE1,
fini jusqu'au CM2 normalement. Et ensuite, mes parents ont décidé de me mettre dans un établissement privé hors contrat, car ils ont entendu que c'était mieux, que ça allait me fournir une meilleure éducation. Et là-bas, on m'a proposé, donc comme vous en avez déjà parlé, de faire des classes ensemble, c'est-à-dire 6e et 5e en une année et 4e, 3e en une année, ce qui m'a permis du coup de faire mon collège en 2 ans. J'ai eu mon brevet mention très bien, et ensuite après, étant donné que c'est un petit établissement hors contrat, il n'y avait pas énormément d'élèves. Moi, j'avais envie de me faire un peu plus d'amis, d'être un peu plus sociale, d'avoir plus de contact en fait avec les gens. Du coup, on a cherché un autre établissement. Donc là, je suis allée dans un établissement semi-privé à Nice, Don Bosco, où du coup, je suis rentrée en seconde à 12 ans. Et après, j'ai fait mon lycée normalement. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours eu des bonnes notes, je dirais. Et puis voilà, après j'ai eu mon bac à 14 ans. Et après, c'est ça qui est intéressant, une fois que vous avez eu votre bac, donc à 14 ans, partie des plus jeunes bacheliers de France, vous êtes allé, vous êtes inscrit à l'université en médecine, mais pas en France, en Lituanie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix ? En France, actuellement, il y a un système de concours en première année. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 100% à ce qu'on va passer, surtout que c'est très sélectif, il y a très peu de places. Moi, j'avais la possibilité, du coup, je suis à moitié lituanienne, j'avais la possibilité de faire des études là-bas, car j'ai de la famille qui pourrait m'encadrer, s'occuper de moi, etc. Du coup, je me suis dit, autant pas prendre le risque de perdre 1 an ou plus, surtout que j'avais déjà pris de l'avance, alors pourquoi pas essayer à l'étranger. Du coup, là, je suis en 2e année de médecine en Lituanie. À 16 ans seulement. Comment s'est passée votre scolarité avant ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est bien occupé de vous ? Ou est-ce qu'on a pris en compte votre âge finalement, même à l'université aujourd'hui ? Parce que vous êtes à l'université à 14 ans quand même. Oui, honnêtement, déjà quand je suis arrivée à l'université, personne n'avait vraiment posé la question. C'était vraiment, je pense que mon groupe s'en est rendu compte à la fin de l'année seulement de la différence d'âge. Après, même au lycée, du coup, j'ai eu de la chance en fait d'être dans une bonne classe avec des gens très bienveillants qui m'ont de suite mis à l'aise. Il n'y avait jamais vraiment de grande différence par rapport à mon âge. Enfin, ça se voyait pas forcément. Tous mes amis, du coup, sont plus âgés. Il y a aucun. En fait, cette distinction d'âge, je la ressens pas. On la ressent pas forcément. Enfin, dans mon cas, en tout cas, ça s'est très bien passé par rapport à la différence d'âge. J'ai jamais eu aucun souci par rapport à ça. Merci Marianne de votre témoignage. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que votre petit frère suit vos traces, puisqu'il vient d'avoir le bac à 13 ans seulement. Donc, je pense que ça doit être le plus jeune bachelier de France cette année, en 2024. Il n'y en avait pas eu... Voilà, donc et il s'inscrit cette année. Il va faire sa rentrée, je ne sais pas s'il va faire sa rentrée en classe préparatoire scientifique dans la région dans les Alpes-Maritimes. Il a fait sa rentrée déjà ? Oui, aujourd'hui, c'est son premier jour. Je vais l'appeler ce soir. Donc, à 13 ans seulement, voilà. Merci beaucoup, Mariam. Je donne la parole à Éloi. Passer son bac à 15 ans, 14 ans, voire 13 ans, c'est rare, on le voit. Mais par contre, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est que ce sont les parents qui estiment que leur enfant est HPI. Oui, alors tout à fait, Sophie, je pense que vous en avez déjà rencontré à la sortie de l'école ou peut-être chez des amis. Et donc je ne parle pas des enfants surdoués, je parle des parents qui sont persuadés que leur enfant est HPI, donc haut potentiel intellectuel. Alors, il existe tout un tas de définitions. Surtout s'il est insupportable, évidemment. Voilà. Alors, il y a plusieurs définitions. Qu'est-ce qu'un HPI ? Mais je vais donner, on va dire, la définition générique, celle du test de Wechsler. Si on a un QI de 130 ou plus, on est considéré comme étant de haut potentiel intellectuel. Sauf que toute époque confondue, cette particularité ne touche qu'environ 2,3% de la population, donc une part vraiment infime. Oui, mais sauf que 2,5%, c'est pas beaucoup, mais beaucoup de parents pensent et amènent leurs enfants dans des cabinets de psychologues pour faire des tests, et ils sont de plus en plus nombreux. Oui, tout à fait. Et donc, voire inscrivent leurs enfants dans des écoles spécialisées. Donc sur ce phénomène, la revue scientifique Anae avait consacré un numéro à ce qu'on pourrait appeler un engouement pour les HPI.
Et elle donne plusieurs éléments de compréhension, donc je vous en cite quelques-uns. Donc le premier, il faut savoir qu'on ne parlait presque jamais des surdoués ou des HPI dans le débat public, on va dire dans les années 80. Et depuis, le nombre d'articles, d'émissions de télévision, de livres grand public sur le sujet a vraiment explosé. Donc il y a quand même une fascination du public pour ces profils particuliers, pour les surdoués. Et la preuve, c'est cette fameuse série HPI aux 9 millions de téléspectateurs, donc peut-être que vous la connaissez. Le personnage principal est une femme de ménage au quotient intellectuel absolument hors du commun et elle est recrutée par la police pour résoudre des crimes et ça a un succès absolument incroyable. Deuxième point souligné par cette revue, à première vue, on pourrait se dire qu'être HPI, finalement, c'est une chance ou une richesse. Et en fait, progressivement, on a associé le fait d'avoir un QI très élevé à toutes sortes de troubles ou de difficultés. Et résultat, effectivement, il peut y avoir un effet réflexe quand on a un enfant qui est turbulent. Bah, en fait, il est HPI, quoi. Est-ce que cette mode, cette tendance peut générer des risques pour les enfants ? Alors oui, et ce risque, si on devait le résumer en un seul mot, ça serait peut-être l'enfermement. Donc je m'explique. En fait, un test chez un psychologue, par exemple, peut avoir finalement un effet aussi négatif sur l'enfant, quel que soit son résultat d'ailleurs, parce que si on a répété à un enfant qu'il était HPI, il peut être finalement effondré d'apprendre qu'il ne l'est pas. Et à l'inverse, après un diagnostic, on peut se mettre à tout expliquer par ce biais. En fait, je suis HPI, donc. Et au fond, donc c'est pas forcément nécessaire de savoir si l'on est HPI ou si on ne l'est pas. Et d'ailleurs, on peut tout à fait sauter une classe sans forcément avoir le besoin d'être diagnostiqué. Voilà, mais si toutefois il y a des parents qui souhaitaient en avoir le cœur net, attention aussi à l'autodiagnostic. Seul un test donc réalisé chez un psychologue pour une somme qui peut aller de 200 à 600 € est valable. Donc c'est valable, oui, mais c'est jamais obligatoire. Florence Paris, est-ce que c'est bon d'encourager ces sauts de classe ? Quel intérêt de finir ses études finalement si jeune ? Alors nous, quand on a étudié des situations d'élèves en commission académique, ce qu'on faisait, c'était qu'on s'adaptait aux besoins de l'enfant. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Si vous avez un enfant qui commence à décrocher parce que le niveau n'est pas du tout adapté à ses besoins, là, on va se poser des questions sur l'adaptation du parcours scolaire. Par exemple, on va décloisonner. C'est-à-dire, dans certaines matières, on va aller en maths ou en français dans un niveau supérieur. Et si le niveau est tellement homogène et supérieur, à ce moment-là, quand il y a vraiment besoin et qu'on sait que si on fait rien, il va se passer quelque chose qui ne sera pas bien dans son parcours scolaire, là, on peut décider d'un saut. Oui, c'est le fait, par exemple, de suivre un cours de maths adapté à son niveau. Imaginons un enfant qui est en 6e, il pourrait suivre le cours de maths de terminale, par exemple, s'il avait le niveau. Par exemple, nous, on était plutôt sur des décalages d'1 an, c'est-à-dire oui. qu'en 6e, il décloisonnait en 5e sur les maths, la physique, par exemple. Il y a beaucoup d'écoles quand même privées hors contrat. Alors on voit que Mariam est allée au début dans une école privée hors contrat. C'est d'ailleurs cette école qui l'a fait sauter les classes. Et ensuite, elle n'est allée finalement que pour le lycée dans une école privée sous contrat, donc plus classique. Il y a beaucoup d'établissements. Vous avez travaillé dans une école comme ça, dans une école spécialisée pour enfants surdoués, qui font sauter aussi des classes aux enfants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense, alors de mon point de vue d'enseignante à l'époque, c'était très compliqué parce que justement, beaucoup de jeunes n'avaient pas forcément la maturité. Et c'est vrai que, par exemple, en 6e, moi, j'avais des enfants qui avaient 8 ans, qui suçaient leur pouce, qui tétaient leur t-shirt. Et à côté de ça, il y en avait d'autres qui avaient envie de travailler ou d'autres qui avaient besoin de travailler debout. C'est extrêmement compliqué de mettre l'étiquette au potentiel sur vraiment une variété de profil qui est incroyable. Mais et c'est là où je rejoins Florence. Je pense que la seule manière de vraiment leur venir en aide, c'est finalement de faire du cas par cas, ce qui est très compliqué à faire dans des établissements publics, je pense. Marianne, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous avez des recommandations justement à faire aux établissements scolaires, voire à l'éducation nationale, allez, on en profite, pour justement aider des enfants comme vous à suivre leur scolarité et à faire des études ? Honnêtement, comme votre collègue l'a dit tout à l'heure, je pense que le plus important, c'est vraiment de ne pas enfermer dans une case. En fait, chaque HPI à qui moi j'ai parlé, on n'a pas la même expérience. Donc je pense que le plus important, c'est de ne pas s'attendre en fait à quelque chose en particulier et à vraiment être ouvert à s'adapter en fonction du caractère et de la personnalité de la personne. En fait, être HPI, c'est pas
une personnalité qu'on nous intègre en fait. On reste quand même tous différents, on a des besoins différents. Est-ce que vous étiez bonne dans toutes les matières ou vous aviez quand même dans certaines matières plus de difficultés? Très bonne question, maintenant que j'y réfléchis. En fait, je sais pas parce que moi, du coup, à contrario, par exemple, d'autres HPI, j'ai toujours adoré apprendre. Donc, en fait, j'avais toujours l'ambition en fait d'apprendre, je voulais toujours savoir, donc même si j'avais des difficultés particulières, j'allais essayer de faire de mon mieux pour les améliorer. Donc là, comme ça, je peux pas vous dire s'il y a des matières en particulier qui a aimé. Moi, je pense, dans toute ma scolarité, j'avais juste envie d'apprendre et je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus et du coup, j'étais vraiment passionnée, j'avais envie, j'écoutais en cours, etc. Je pense pas que j'avais une matière en particulier qui peut-être la SVT, parce que voilà, je vais faire médecine, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse, du coup j'écoutais encore plus. Mais étant donné que j'avais toujours des facilités, mais à côté je travaillais tout le temps, il n'y avait pas vraiment ce truc de bon, je suis nulle dans cette matière, donc je vais la laisser de côté, quoi. Merci Mariam. Il y a quand même un mot qui revient, c'est le travail. C'est pas parce qu'on est très intelligent qu'on n'a pas besoin de travailler. Absolument. Donc ça, c'est ce verbe qui revient dans la bouche de Mariam. Ils ont parfois du mal justement à travailler, à se mettre à travailler, Florence Paris. Absolument, surtout quand jusqu'à un certain niveau, vous n'avez jamais eu besoin de travailler. Oui. Tout se fait très facilement, tout s'apprend tout seul et sans avoir à faire d'efforts. Et il arrive un moment où parfois ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de méthode. Surtout dans l'enseignement supérieur. C'est ça. Où là, on se retrouve finalement avec d'autres jeunes aussi intelligents que vous. Donc ça peut être compliqué. C'est ça qui devient compliqué, c'est qu'on n'a pas besoin de développer une méthodologie jusqu'à un certain âge. Et à partir du moment où on devient en difficulté, par exemple en lycée, à partir du lycée, souvent ça commence. Les difficultés. Et oui, parce qu'on n'a pas de méthode. Vous avez des exemples comme ça qui vous reviennent à l'esprit ? Oui, par exemple, un jeune dont on avait parlé ensemble d'ailleurs, qui a été détecté très haut potentiel en maternelle, même après en élémentaire, et qui a commencé à être en difficulté en seconde, avec des étourderies, des fautes, qui ne savait plus trop travailler. Et en réalité, on a détecté qu'il avait un trouble de l'attention en première. Et c'était ça qui pouvait expliquer que jusqu'à un certain stade, le très haut potentiel a permis de compenser. Et au bout d'un moment, ce très haut potentiel, il n'arrive plus à compenser ce trouble. Et du coup, on voit plus ce trouble dans la scolarité. Et à ce moment-là, il faut prendre en charge ce trouble spécifique des apprentissages pour que ça se passe correctement. Daphné, vous voyez aussi, c'est vrai qu'on se moque parfois un peu des parents qui pensent que leur enfant, c'est assez drôle parce qu'on se dit, tout le monde n'a pas un enfant surdoué, comme disait Éloi. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont finalement aussi des troubles, qui sont très intelligents, mais qui sont un peu empêchés. Vous les voyez, ces jeunes? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Alors, moi, je rencontre énormément de jeunes en fait, qui sont à haut potentiel. Puis en plus, quand on a travaillé avec eux, ça se voit de très loin, on les détecte tout de suite. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas scolaires du tout. C'est-à-dire que le système éducatif actuel n'est pas forcément adapté pour ces profils-là. Et donc, qu'ils soient HPI ou pas, on voit très clairement qu'ils sont ultra vifs. Il y en a, ils pourraient écrire un roman. Moi, j'ai des élèves qui ont écrit des romans à 15 ans. Ils écrivent extrêmement bien. Mais par contre, ils ne sont pas scolaires. Ça n'a pas de sens, en fait. Et ce sont souvent des jeunes qui se posent énormément de questions. Et donc, ils ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et s'ils ne trouvent pas de sens, ils n'arrivent pas à le faire. C'est un peu, c'est quand même terrible parce que pour la famille, de voir, ils ont l'impression d'avoir un peu gâché des talents en fait. Ils ont un enfant extrêmement intelligent, ils le savent, et puis finalement au moment des études supérieures, il est assez fréquent finalement que l'enfant abandonne, manque de ténacité, parce que comme disait Mariam, il faut travailler, et ça peut être quand même assez déstabilisant. C'est là où est venue l'idée des ateliers 62 et du programme PIC. De prendre du temps. Voilà, d'avoir une année pour vraiment arrêter la pression et pour en fait se réconcilier avec le travail, c'est-à-dire se rendre compte que travailler en équipe sur un projet réel et pas juste un exercice scolaire pour une note, il faut vraiment dégager ce souci de la note et juste que travailler, ça peut être super sympa. Et nous, on a une équipe justement de profs, d'intervenants où on leur montre que nous, on est au travail et on adore ça. Et que ça peut vraiment, ça peut épanouir. Il faut arrêter d'associer le travail avec la note ou le résultat. Et c'est très compliqué parce que même nous,
on a ça ancré en nous. Donc, Ah bah oui, ça prend du tout temps. notre système scolaire est Ouais. bâti là-dessus quand même. Et ça demande une attention, ça demande beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à écouter ce qu'ils ont à dire. Il y a énormément de dialogue, d'échanges. Et ça, c'est très important pour, voilà, justement, pour petit à petit arriver à attiser sa curiosité, à avoir envie de travailler. Florence Paris, juste un dernier mot. Après, ce que je voulais signaler, c'est que les parents de HP, en tout cas tous ceux que j'ai accompagnés, sont jamais en train de se dire « j'ai un enfant super intelligent ». Non. Ouais, C'est pas ça qu'ils se disent. Par contre, quand on avait monté la mission pour les élèves à haut potentiel en région parisienne et puis à Paris, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les semaines, j'avais des parents au téléphone en pleurs. On n'imagine pas le degré de souffrance qu'il peut y avoir dans l'accompagnement de ces enfants-là. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'a priori. Merci beaucoup. Merci Marianne qui nous appelait de Nice, hein, c'est ça? Vous êtes déjà en Lituanie? Je suis déjà rentrée, moi. J'ai repris les cours. Repris les cours. Bon courage pour cette deuxième année de médecine. Merci donc Florence Paris, merci Daphné Kaufmann et merci Éloi de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école. À très bientôt.